Les Visiteurs, ça a commencé par une... En fait, c'était un court-métrage que je voulais faire quand j'avais 17 ans. Je me souviens plus après de ça, mais enfin, on a pris cette idée-là et on l'a transformée. Ils sont revenus, les malades. Je me souviens plus du tout, moi. En fait, j'ai pas grand-chose à se dire dessus. Godefroy Amaury de Malfait. C'est un drame de se trouver projeté dans le temps. Godefroy Amaury de Malfait, comte de Montmirail et... On m'arrête dans la rue, tous les jours. Mais on ne connaît pas mon prénom et mon nom. d'Apremont et de Papincourt. Fils de... D'ailleurs, Christian m'avait dit, le truc pour l'instant, maintenant que tu es connu, il suffit de te faire maintenant de marque que les gens aient le réflexe de dire il s'appelle Christian Bugeaud. Fils d'Aldebert de Malfait, etc. Ah bah ouais. Il faut me payer les 14 millions. On aimerait bien toucher un petit pourcentage. De 3 millions, par exemple. Je vous raconter une anecdote. Je m'appelle Godefroy Amaury, comte de Malfait, de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt. J'avais déjà fait un film avec Christian qui s'appelait Corned Beef, l'opération Corned Beef, et donc on avait sympathisé. De là, je crois que ça avait une histoire qu'ils avaient écrite il y avait un bout de temps avec Jean-Marie Poiret, Christian et Jean-Marie, à propos de personnes qui voyageaient dans le temps. Je ne sais pas si c'était des gens du Moyen-Âge, ou plus loin, ou avant, ou après, je ne sais plus. Et du coup, ils ont adapté, ils ont pensé à ça, et l'aventure a continué. J'avais écrit une histoire pour Robert Hossein, le chevalier, et Robert Dalban, je ne sais pas si vous venez, cet acteur avec le gros pif. Jean Gabin lui avait dit un jour, quand tu te mouches, tu n'as pas l'impression que tu serres la main à un pote. Donc, il avait un énorme pif et il venait souvent. Je m'étais dit, ça serait un très bon couple. J'avais écrit ça. C'était en fait uniquement l'argumentation du passage dans le temps. Je crois qu'on a déjeuné avec Clavier. Je lui ai raconté le début. J'avais pas la suite puisque c'était. Donc, je lui ai raconté le début. Il a éclaté de rire. Et ça l'a emballé tout de suite. Je veux dire qu'il a été tout à fait partant immédiatement. Et on a donc commencé à écrire Les Explorateurs de Louis VI le Gros. Et puis ensuite, je ne sais plus quoi, on avait beaucoup changé de titre. Et puis finalement, c'est arrivé à être Les Visiteurs. Lorsqu'on voit le film, nous, en tant que spectateurs, on se dit, tiens, c'est un film comique. Mais de l'intérieur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, si vous voulez, au départ, pour moi, ce n'était pas du tout une comédie. Évidemment, il est supposé être un film comique. Les Visiteurs, c'est un film comique. Mais vous ne pouvez pas le vivre, pour ma part, et même peut-être pour Christian, j'allais dire. Quand on lit, on ne peut pas le voir comme un film comique, si on veut le faire bien. Et surtout si on n'est pas un comique. Comme dans toutes les bonnes comédies, les personnages n'ont pas le sentiment qu'ils sont drôles. Ils ont l'impression qu'ils vivent quelque chose d'extrêmement sérieux. Je suis du temps de Louis VI le Gros. Il faut que tu m'aides. Donc il a pas tort sur le plan de la sensation. Bon, moi, si vous me parlez par rapport à ce que j'ai pu écrire, c'est différent, puisqu'on a un point de vue extérieur aux personnages. Mais quand on les interprète, on interprète un vrai drame. Et effectivement, et Godefroy de Montmirail et Jacques-Louis Lafripouille vivent un drame. Terzian, à qui j'avais parlé de l'idée, n'était pas très fan de faire un truc au Moyen-Âge. Je me souviens, il m'avait dit, mais ça marche jamais le Moyen-Âge. Et il m'avait même sorti une liste de tous les films qui avaient été faits. Il m'avait dit qu'il faut remonter à 52 pour qu'il y ait un film qui marche avec Fernandel, François Ier. Ça m'avait conforté dans l'idée qu'il fallait le faire. Parce que justement, en général, les gens veulent toujours faire le succès de l'année d'avant. Ça faisait très très peur à Terzian, le fait qu'il puisse parler en vieux français. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Comment voulez-vous que les jeunes des banlieues aillent voir un film qui s'exprime dans cette langue-là? Donc le Moyen-Âge, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle, c'est un langage qui va pas être compréhensible. Supprimer tout ça sera beaucoup plus simple pour faire le film. On a failli pas y avoir droit. Hein. Certaines personnes de la production trouvaient que c'était obscur et que, alors que ça fait partie du sel un peu du film, d'autres nous ont un peu parfois imité après.
Mais ça a été mis en cause. Alain Tergent est un homme tout à fait sympathique et très drôle et que j'aime beaucoup. Il est comme tous les producteurs, il s'amuse énormément plus, je ne sais pas si c'est français ça, il s'amuse énormément plus avec une scène de 2 personnes qui discutent dans une chambre qu'avec une scène avec 5000 figurants. Ou un bateau qui traverse le quai ou un avion qui s'écrase. J'ai toujours vu les producteurs dire « Moi, c'est pas tellement drôle ce truc-là. » Bon, alors que jamais on ne vous embête pour une scène trop longue qui se passera dans un restaurant et qui ne coûte pas cher à tourner. Évidemment, on ne peut pas parler d'une époque moderne si on ne parle pas de l'époque passée. Autrement, où est le contraste? Donc, si vous commencez un film avec 2 acteurs qui se promènent avec des costumes sur une route, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va dire « Voilà, c'est 2 figurants d'un feuilleton télé qui se promènent, qui sont partis avec leurs costumes. C'est assez mignon. » C'est là où on s'aperçoit qu'un financier peut être complètement à l'encontre des idées des artistes, parce qu'on aurait fait ça, le film ne tenait plus la route, quoi. Donc on a eu 3 à 4 mois d'une discussion très compliquée, jusqu'à ce que Gaumont prenne la décision et nous fasse confiance, en partant sur un budget plus important, parce que le Moyen-Âge, costumes, chevaux, extérieur, beaucoup plus cher, pour qu'on puisse arriver à faire le film tel qu'il était pensé par nous. Je trouve qu'il n'y a jamais de meilleure association que quand les financiers font quand même confiance aux artistes et qu'ils leur demandent parfois de financer des choses, pas pour se le mettre dans la poche, mais pour que ça existe. Et il a fallu qu'on se batte beaucoup avec Christian pour imposer ça. C'était que ça soit en vieux français. Et c'est vraiment un vieux français qui existe. J'ai trouvé avec beaucoup de difficultés un annuaire qui était vraiment un annuaire, un dictionnaire pour les universitaires. Le grimoire. J'ai passé quelques heures à chercher quand même les mots qui sonnaient bien, c'est-à-dire la souplette, la merdasse, sont des mots qu'on peut comprendre. Donc c'est amusant de reprendre les mots de notre origine, en réalité. Je pense que ça parlait beaucoup aux gens. Et ça amusait beaucoup, en particulier les enfants adoraient dire « je veux de la souplette ». Mais si on veut de la souplette. Il a l'air en forme, hein, lui aussi. On a fait beaucoup de recherches sur le langage, et puis moi je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire. Donc on s'est amusé à décaler un certain nombre de situations qu'on avait pu voir dans des films ou qu'on a pu nous raconter, des situations vraies, historiques. Et puis on a fait une recherche assez importante sur un dictionnaire du vieux François, et qui nous a permis d'inventer beaucoup de mots, d'inventer une sorte de langue, et qui est beaucoup moins, qui a donné un résultat très drôle, mais qui est beaucoup moins fausse que ce que les gens ne pensent. Ma culture, qui est grande, me dit qu'il y a quand même beaucoup de vrai. En fait, j'avais l'impression que ça sonnait juste. Maintenant, je suis pas un spécialiste du Moyen-Âge, je sais pas comment les gens parlaient. En tout cas, à l'oreille, c'est vrai que ça sonnait assez juste. Mais il y a toujours une transposition artistique, et il y a aussi des mots inventés qui auraient pu exister à l'époque, mais on n'a pas contrôlé, mais il y a une certaine logique. Je pense que si les dialogues étaient véritablement en vieux français, les gens auraient peut-être pas tout compris. Enfin, l'idée, c'était quand même de faire rire. Hein. Quitte à être un trouble fait, ce n'est pas du tout du vieux français. C'est simplement une folie de Christian et de Jean-Marie. Les mots sont déformés. Manger, mangeailler, c'est pas du tout du vieux français. Il y en a peut-être quelques-uns. Jean pense très souvent qu'on délire, mais je pense que là-dessus, il a raison et tort à la fois. Par exemple, là, une petite souplette, c'est une vraie expression. Il y a 90 à 95% des mots qui sont vrais. Bourse molle. Bourse molle. Comment? Bourse molle, c'est bon. Oui, ma petite fillotte. La fillotte, exact. Morte couille! Vous avez failli m'abrochier! Morte couille, exactement. Morte couille, ça s'écrivait pas un seul mot, mais ça se disait aussi morte couille, oui. Voilà, il gâtouille. Gâtouiller, du verbe gâtouiller. Oh, pourquoi ça puire? Ça puire, c'est un mot exact. Il y a assez il y a peut-être 1 ou 2 inventions dans tout ça. C'est une folie de l'esprit à eux qui fait que les mots s'en vont, dérapent dans leur tête, mais sont raccrochés à ce que l'on dit en France aujourd'hui, de façon à que le public puisse le suivre. Mais c'est pas vraiment respecter le vieux français totalement, quoi. C'est un mélange des deux. Ça paraissait à Jean du délire, et ça l'a été d'ailleurs pour le public, donc il n'a pas tort. Mais c'est vrai que les 3/4, pour ne pas dire les 9/10, sont des mots vrais du vieux français. Ok, c'est ok. 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 Ah, ok.
Ok. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Le hockey, en plus, c'est une chose très très particulière. Ok. On cherchait des mots en réalité, d'ailleurs, hockey, c'est moi qui l'ai marqué parce que mais c'est pour une raison parfaitement intellectuelle qui n'est pas en fait ce que les gens ont trouvé. C'est-à-dire que ce qui m'amusait, c'était un personnage qui disait des mots de français qu'il ne connaissait pas. Donc à un moment donné, je me suis dit, tiens, alors on va prendre un mot, un mot américain, parce qu'aujourd'hui, on parle énormément franglais. Ok. Ça m'amusait justement de voir qu'un homme du Moyen-Âge pouvait s'éclater sur un mot qu'il pensait être français, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Bon. Mais, ok, c'est Christian Clavier qui les joue, parce que c'est une réplique sympa. Il y a un moment donné aussi où les acteurs amènent quelque chose, une énergie. Il y a toujours une part d'interprétation et donc de création due aux acteurs, et tant mieux. Dans les Tontons Flingueurs, ils ont inventé beaucoup de choses. En même temps que c'était écrit, Audiard avait écrit parfaitement les dialogues, mais je pense que l'interprétation est magistrale. Bon, alors c'est pas pour dire que dans Les Visiteurs c'est magistral, mais c'est l'interprétation qui vous amène à ce que les répliques soient vraiment communiquées au public. Ok. Dingue. Dingue. J'ai écrit, et nous avons écrit avec Christian, ou j'ai écrit avec d'autres, des répliques excellentes, parfois infiniment meilleures comme texte que OK. Mais OK, c'est Christian Clavier, l'acteur, qui le rend légendaire, en fait. Parce que il en a... c'est sa jubilation par rapport à cette chose-là qui s'est faite. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce bin? C'est l'expression du personnage, c'est une expression que j'ai beaucoup entendue dans ma famille, et donc qui me vient de Marseille. On a écrit Les Visiteurs pour des acteurs. J'avais trouvé que le couple Clavier-Reynaud fonctionnait formidablement dans Cornet de Bif. Le film avait été un succès gentil, pas le triomphe des Visiteurs. Je suis Godefroy le Hardy. Je suis né en l'an de grâce 1079. Et moi, je suis Jacouille la fripouille, son habile écuyer. Et je ne sais pas quand je suis né. Mais en tout cas, j'avais adoré ce couple. La différence de taille déjà, la différence de façon de... Le sérieux de Jean, parce que c'est un couple magnifique quand vous avez quelqu'un qui est un comique et quelqu'un qui est un héros. Jean est un très bel homme. Regarde le Hardy. En dehors, une vague ressemblance. Ok, c'était quand même un gros macho crétensien hyper poilu qui devait puer de la gueule comme... Tu vois ce que je veux dire? C'est un homme avec des grandes qualités humaines, et ça se voit dans les gros plans. Donc, il a cette sympathie qu'avaient certains acteurs comme Lino Ventura ou Gabin ou des gens comme ça. Donc, c'est un merveilleux tandem en réalité, puisque vous pouvez faire le héros et un espèce de mec derrière qui a un peu la pétoche et qui suit tant bien que mal. Le couple, je crois qu'on le mettrait dans un vaisseau spatial, ça donnerait quelque chose, même en improvisation. C'est vrai, parce que les natures sont différentes. Et je crois qu'on est assez complémentaires sur le terrain comique, mais même sur la tragédie, je pense. C'est un film de genre, c'est un film fantastique. Donc il est logique d'être confronté à des situations qui sont tellement, je dirais, irréelles, qu'on réagit d'une manière extrêmement violente. Donc je pense que comme dans tous les films où il y a de la magie, et où la magie fonctionne, ça donne un certain type de jeu. Et qu'est-ce donc cette diablerie? Toute l'idée des Visiteurs est là-dessus. Il doit y avoir une différence de jeu, et donc c'est pas un parti pris d'être extraverti, je pense que c'est contenu même dans le sujet. Père, vous aviez juré pour mes épousailles de ne point rôter au dîner. Dame Frénégonde est arrivée immédiatement parce que j'avais été emballé par la performance de Valérie Lemercier dans Cornet de Bif. Et à la fin du tournage, je lui avais dit, tu sais, j'ai adoré ce que tu as fait et je vais t'écrire un premier rôle dans mon prochain film. Ah, c'est sensationnel comme il raconte bien, on a l'impression d'y être. Elle a eu d'ailleurs le César du deuxième rôle pour Les Visiteurs, ce qui était vraiment
un peu une saloperie de la part de la profession de l'appeler deuxième rôle, parce qu'en vérité, elle était le premier rôle féminin. Elle n'était pas du tout un deuxième rôle. Et elle était un absolu génie, c'est-à-dire que c'est extraordinaire la performance qu'elle a fait dans ce film. Je suis arrivé par Valérie Lemercier. En fait, j'avais tourné un film avec elle, tiré d'un bouquin qui s'appelait La route sanglante du jardinier Blotte. Enfin, bref, peu importe. Alors? On est devenus copains assez vite et elle m'a parlé de ce film qui s'appelait à l'époque Les Visiteurs de Louis VI le Gros. Hein, c'était le premier titre. Elle pensait à moi, en fait, pour son mari. J'en ai ras-le-bol de tes boniments, je ne te crois pas, un point, c'est tout. J'ai passé un casting et j'ai pas été pris pour le mari. Merde! Et donc, après, on m'a proposé le rôle du médecin, voilà. Il présente le docteur Beauvin. Madame. Il n'arrivait pas à trouver le personnage, j'ai su ça plus tard, hein, du dentiste. Tout le monde voulait jouer le rôle de Jean Reno. Tout le monde. Hein. Et si on sait lire un rôle, c'est un rôle difficile dont Jean sait merveilleusement, mais c'est pas le meilleur rôle. Le meilleur rôle, comme disait Achard, c'est celui qui prend les coups de pied au cul. Quand je suis arrivé sur le tournage, sur les essais, juste avant le film, on fait des essais maquillage, etc. Bon. Et Jean, avec sa belle grosse voix, on se connaissait pas du tout à l'époque, hein, on est devenus amis vraiment chèrement, parce que c'est quelqu'un de très chaleureux, il m'a dit « C'est un très beau rôle ». Vous vous en rendez compte. Tu vois, mais lui, il savait lire, quoi. Il savait déjà que le rôle du clown blanc, on va dire, hein, est difficile, alors que l'Auguste, je dis pas que ça marche tout seul. Ça s'est bien passé tout de suite. Je vous ennuie. Oui, certes. Charles. C'est une comédie, oui, mais on aurait dû devenir fous. Les personnages doivent devenir fous à partir du moment où ils comprennent qu'ils ont fait un voyage dans le temps. Parce que ça, c'est... Je sais pas comment je pourrais l'accepter aujourd'hui si je faisais un voyage dans le temps, quoi. Moi, par exemple, je voulais un black parce que c'est souvent des Antillais, c'est souvent des gens qui sont dans la poste. Donc il y a une réalité sociologique qui est là. Bon. Alors, il se trouve que cet acteur était un génie. La façon dont il court est absolument merveilleuse. Il a fait rire tout le monde. Et je l'ai retrouvé dans le numéro 2 avec beaucoup de plaisir. J'adore cet acteur. Il a été vraiment formidable. C'était malade! Cela n'a pas été quelque chose de difficile pour moi de courir. Mais bon, courir sans mettre une prise, 2 prises, 10 prises, on commence à le sentir au niveau des jambes, quoi. On est pressé quand même qu'on dise que, bon, la prise est bonne. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! À l'époque du Moyen-Âge, s'il y avait un noir qui venait, généralement, ce n'était pas un ami. Il arrivait avec une armée pour vous couper la gorge. Parce que, alors, il y avait quand même quelques ambassadeurs, mais disons que pour un paysan français, c'était mauvaise nouvelle. Vous voyez, d'ailleurs, il dit c'est un sarrasin, c'est-à-dire qu'ils sont montés très très haut, hein, les sarrasins. Jusqu'aujourd'hui, le sarrasin me colle à la peau, le sarrasin me suit partout. Je suis très heureux que les gens aient aimé ce petit passage. Seulement, il faut se dire que pour moi, en tant que comédien, il n'y a pas de petit passage. Même si on doit traverser une scène, ne rien dire, il faut le faire de façon pleine avec ses tripes. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Mais je ne m'attendais pas à ce que le personnage ait autant de succès et que partout où je passe, les gens sont contents, ceux qui me connaissent, de me présenter à des amis. Tiens, tu vois, c'est celui-là qui a fait le sarrasin, c'est un copain et tout. Bon, quelquefois, des enfants viennent demander des autographes. Bon, j'ai le plaisir de le signer. Ça, c'est une forme de reconnaissance. Et quand on joue et qu'il y a cette reconnaissance-là, on est très heureux, en tout cas en tant qu'actant, en tant que protagoniste, en tant que comédien. T'es malade? Il m'est arrivé quelque chose dans la rame du métro. Je descends à Place d'Italie. Et je prends le métro, ligne 7, pour aller vers Villejuif. Et là, il y a 2 hommes et 3 femmes, et puis avec 4 enfants avec eux. Moi, j'étais sur le strapontin. Et parlait des visiteurs.
Et il parlait du Sarrasin, les enfants, ils étaient éclatés de rire comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, peut-être que cela pourrait leur faire plaisir que je vous dise que mais le Sarrasin, c'est moi. Oh! Ouais, mais regardez-lui. Il y a beaucoup de noirs comme toi ici, tout le monde pourrait dire qu'il est le Sarrasin. Et ils m'ont envoyé balader, toute la rame était pliée de rire. Moi, à la prochaine station, je suis descendu à Maison Blanche, j'ai changé de wagon pour ne pas être la risée de tout le monde, quoi. En fait, il y a eu deux prises. Il y a quand il me prend puis qu'il fait le geste de m'accrocher, et après on me retrouve suspendu. Et j'ai en fait un harnais, je suis attaché dans le dos à un gros python. Voilà, et ça durait pas trop longtemps, heureusement, parce que ça faisait un peu mal aux couilles. Je me souviens vraiment des moments d'arbalète qui ne marchaient pas dans les visiteurs, où vraiment l'arbalète partait un coup comme ça. Il y a eu un festival de mauvaiseté. Bon, jusqu'au moment d'ailleurs où le fils de Jean Reno est revenu, pour une fois que la flèche est partie, puis le gamin l'a ramené en disant « Tiens, t'as perdu ça !» Jean-Marie lui a donné le petit bout de film pour son anniversaire. Il a la pellicule, quoi, de cette histoire-là. Parce que on a tiré l'arbalète. Et je crois que la bécane était dans mon dos. Et puis le gamin est rentré pour aller chercher l'arbalète. Ouais, je l'ai. Ah, trick. Aïe! Mais Jean-Pierre, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'adore faire rire, et je sais que ça va faire rire, parce que tout le monde a de la compassion pour la victime, entre guillemets. Donc c'est le bonheur de faire rire qui passe. Mais moi, j'ai même dit à l'assistant, au premier assistant, je lui ai dit, écoute, pour que ça soit vrai, tu me fais une vraie piqûre. Et Dieu sait si j'aime pas trop les vraies piqûres. Il me dit, non, t'inquiète pas, ça ne se verra pas. Effectivement, ça ne se voit pas de l'angle où c'est pris. Mais j'étais complètement prêt à ce qu'on voit la seringue, comme ça, avec la petite goutte qui descend, et ping. J'en ai marre qu'on me reluque le cul! Je n'aime pas particulièrement montrer mes fesses, mais j'ai fait le don de mes fesses à la France pour la faire rire, parce que c'est notre vocation, hein. Nous, on a besoin de on a beaucoup besoin de rire, et si on a ce pouvoir, ce qu'on appelle cette vis comica, on est capable de sacrifier. C'est pas du masochisme, c'est au contraire du bonheur. C'est du bonheur absolu. Donne tes bijoux, le drôle! J'étais pas du tout prévu pour faire cette apparition, mais on avait des gens. Alors, si vous voulez, on avait choisi en plus beaucoup de figurants pour leur gueule moyenâgeuse, pour leur gueule bizarre, pour leur tronche. Et alors, souvent, cette tronche va avec quelques problèmes. Il arrive que ces tronches moyenâgeuses, par exemple, arrivent avec une certaine propension à la bibine, par exemple. Des figurants sur le plateau, comme ça, ils ont déjà le pif explosé, parce qu'ils ont tellement bu de pastis dans leur vie que tout a pété. Bon. Donc, ce genre de personnage est merveilleux pour faire de la figuration. Mais quand on fait un gros plan, ils sont quelquefois pas capables même de dire la réplique. Bon. Et puis, c'est un métier d'être acteur, et beaucoup de gens comme ça, qui ont des bonnes têtes, ne savent pas le faire. En fait, donc, en vérité, dans les visiteurs, quand j'ai fait la réplique, c'est parce qu'on avait déjà filmé pas mal de gens, on avait essayé 2-3 personnes, et c'était pas très convaincant, ils n'arrivaient pas à le dire. Alors, bon, la maquilleuse s'est fait un malin plaisir de me saloper la gueule avec des boursouflures et des cicatrices, et c'est moi qui l'ai dit. Qu'un film marche, qu'il soit réussi, c'est génial. Après, quand ça devient des phénomènes comme ça, comme Astérix ou comme les visiteurs, tant mieux, c'est formidable. Mais je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas comment on le fait, et je ne sais pas pourquoi ça se passe. Quand on a tourné, je me rappelle de Jean-Marie, après certains rushs, un début de montage, me disant vraiment, je trouve que tous les gens qui travaillent sur le film vraiment sont emballés et s'amusent beaucoup. Donc je crois qu'on tient quelque chose. C'est un miracle. C'est vrai qu'on n'a pas la maîtrise totale du film lorsqu'il est monté. On ne sait pas ce que le film va faire. Le succès qui devient un gros succès puis qui devient un triomphe, vous ne le dominez plus, donc ça après on ne peut plus tellement tirer de conclusions ou de leçons de ça. Vous êtes pris dans une vague compliquée. Ok.
l'eau là et le savon. Eau chaude, eau froide. Ok? Merci, Jean-Podame. Messire Godefroy. Ah, voilà, cousin Hubert. Dame Frénégonde, elle a 1000 ans elle aussi. Ce n'est pas Dame Frénégonde, c'est Dame Béatrice. Dois-je le répéter 100 fois? Dame Béatrice. Ah ouais, elle a descendance. Ça, c'est difficile quand même, parce que ça, c'est un peu difficile, voyez-vous. Je me souviens que pour la séance des cabinets, on va dire, j'avais fait venir mes 2 fils, qui étaient tout petits à l'époque. On leur avait dit, il ne faut pas faire de bruit du tout. Et quand ils ont entendu leur papa dire patauge dans la cuvette des chiottes, papa qui dit jamais un gros mot, etc., ils étaient là, ils se mettaient la main devant la bouche. Jean-Marie disait, c'était des garçons très bien élevés, mais j'ai vu là qu'on allait toucher une génération très jeune. Et incroyablement, ça continue, car il y a ceux qui n'étaient pratiquement pas nés au moment de... Et j'ai des échos encore de cette nouvelle génération qui n'a pas vu la sortie du film, mais qui se régale encore. Quand le film est sorti, mais vraiment, il y a des gamins qui sont passés devant la maison là, en disant « c'est ici qu'il vit le docteur des visiteurs ». Et c'est vrai que moi, je ne m'en rendais pas bien compte, mais à la fois de l'impact du film et de l'impact de ce rôle, qui était pour moi un petit rôle, mais c'est vrai qu'apparemment, ça avait marqué, ça a marqué les jeunes. J'ai une anecdote, tiens. C'est le premier mercredi, nous étions aux Champs-Élysées, à la salle Gaumont, dans l'escalier. Nous étions cachés dans l'escalier, contre le mur. Et l'écran était à ma droite, comme ça. Puis moi, je voyais un couple. Il y avait un couple qui devait avoir 30 ans à peu près, de moyenne. Le gars était assez bien mis, il avait une veste. Je ne sais pas s'il avait une cravate, mais en tout cas, il n'était pas en haillons, quoi. Il était avec sa nana et il se tenait très correctement. Il regardait le film. Bon. Je demandais ce que c'était, lui. Et tout d'un coup... il a éclaté, comme s'il avait découvert. Il s'est mis à rire comme un malade. Et là, je me suis dit, waouh, je crois qu'on est parti, quoi. Parce qu'à partir du moment où les gens rient, ils sont heureux, ils trouvent le film bon, c'est évident. C'est évident. Putain! Chien! C'est dingue! Ok? Est-ce que la comédie est l'avenir du cinéma français? Filez la laine de mes moutons d'Andaine. Cousez mitaine, pour de belles capitaines. Des quenouilles et quenouillettes, allumées chandelettes, bistaillées froloques et bandelettes.